Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le programme du soir sur Neuro d'Info. Conformément à la loi sur la décentralisation, les préfets ont convoqué les élus locaux issus du scrutin du 17 juillet dernier pour désigner les maires et leurs adjoints qui dirigeront les affaires locales jusqu'en 2031. Après avoir été repoussée à plusieurs reprises, l'élection des maires et de leurs adjoints s'est donc tenue les 15, 16 et 17 octobre. Des maires au profil divers. Quels sont leurs atouts et les défis auxquels ils seraient confrontés? Notre invité de ce soir aborde cette élection des maires qui ouvre une nouvelle page pour la gouvernance locale au Togo. Bienvenue Pascal Edo Agbové. Vous êtes directeur exécutif de l'ONG IJD, Initiative des Jeunes pour le Développement. Vous êtes également expert en décentralisation et gouvernance locale. C'est bien vrai ça. Alors, vous avez découvert les noms des 117 maires qui dirigeront les collectivités locales. Que retenez-vous de cette élection des maires? Bien, je crois qu'il y a eu quand même des surprises. Nous avons remarqué qu'il y a plus de maires, de femmes maires pour cette nouvelle mandature des élus locaux. Également, on a constaté l'arrivée je ne dirais pas des personnes qui sont presque à la retraite ou bien qui sont déjà à la retraite et des membres du corps habillé qui se retrouvent à la tête des communes. Donc ça a été une surprise. Mais ce qui nous a le plus touché, c'est qu'on n'a pas remarqué assez de jeunes à la tête des communes. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si on veut amener les jeunes à prendre la gestion des affaires publiques, c'est au niveau local. Et donc les partis politiques devraient faire un effort pour positionner plus de jeunes à la tête des communes et permettre aux aînés d'être à leur côté pour les aider dans leurs tâches afin qu'ils puissent vraiment acquérir des connaissances qu'il faut. Si déjà au niveau de la base, les jeunes sont écartés de la gestion des affaires publiques, je ne sais pas jusqu'à quand ils pourront vraiment apprendre. Et donc il faudrait qu'il y ait une période de transfert de compétences. Je pense que ça devait être le moment indiqué. Mais ça a été une déception pour nous. Donc je voudrais vraiment profiter de l'occasion pour inviter les partis politiques à faire en sorte que pour les prochaines mandatures, que des jeunes soient beaucoup plus encouragés à être à la tête des communes. Ça, c'est important parce qu'il faut préparer la relève. Alors, est-ce que ces jeunes-là étaient, au moment des élections même, des conseillers municipaux, est-ce que ces jeunes étaient positionnés? Beaucoup de jeunes ont été élus sur la liste des partis politiques et normalement, ça devait être une option de ces formations politiques. Faire en sorte que les jeunes qui militent au sein des partis puissent quand même avoir cette chance de prendre la commande des affaires au niveau local. Je ne dirais pas que les jeunes devaient tout prendre, mais il serait quand même opportun qu'on donne la chance à ces jeunes-là. Parce que quand les jeunes militent au sein des partis politiques, c'est pour aussi participer à la gouvernance ou bien à la gestion des affaires publiques. Et ils ne doivent pas être seulement sur le terrain pour mobiliser la population, mais au moment de la désignation, au moment de la responsabilisation des membres de ces partis-là, il faudrait qu'on puisse vraiment les positionner. Et ça devait être une option. Et si les partis voudraient vraiment que cela soit comme ça, je pense que les jeunes devaient être positionnés. On a vu quelques jeunes, mais nous disons que le taux de jeunes maires à la tête des communes est très faible. Et voilà. Alors, des ministres, des anciens députés, des hauts fonctionnaires sont donc désignés à la tête de ces communes, des profils variés donc. Moi, je pense quand même que ça, c'est une déception pour nous aussi. Moi, je pense que les Togolais sont nombreux et ils sont compétents à tous les niveaux. Il y a des gens qui assument des postes de responsabilité au niveau central, qui se retrouvent aussi au niveau communal. Donc, on se demande, est-ce que ce n'est pas manque de ressources humaines ou bien de compétences qui est ce cumul de fonctions? Aujourd'hui, il faut donner la chance aux gens de mieux faire. Des gens même qui sont à Lomé, qui se positionnent à l'intérieur du pays, alors qu'ils ne vivent pas les mêmes réalités avec les populations de ces communes-là. Comment pensez-vous que ces personnes pourront vraiment travailler, pourraient travailler dans l'intérêt de leur population de manière efficace? Elles peuvent avoir la volonté, mais elles ne pourront pas travailler comme cela se doit parce qu'ils ne sont pas dans la localité, ils ne vivent pas les mêmes réalités. Et parfois même, ça fait plus dépenser la commune parce qu'ils doivent se déplacer chaque fois pour aller là-bas et ce n'est pas une bonne chose. Et vous savez que si on est premier responsable, une fois qu'on n'est pas là, les affaires sont ralenties. Et même s'il y a les agents qui vont faire le boulot, les premiers responsables ont toujours leur mot à dire. Donc, moi, cette façon de faire ne me semble pas vraiment correcte. Et il va falloir que le président du conseil
et dont le parti a pris la majorité des partis, prennent des dispositions dans ce sens-là. Soit les gens décident d'être à la base, ils les laissent là-bas, ou soit ils décident d'être au niveau central, ils les conservent, parce que des gens ne peuvent pas être efficaces à tous les niveaux. Parce on a vu ça. Agbové, la question donc du double engagement national et local est problématique pour vous? Non, ce n'est pas double. Non. Quand on est engagé pour la cause nationale, on doit savoir quelles sont ses compétences et qu'est-ce que nous pouvons faire pour être plus efficaces. Parce que déjà, quand on est responsable au niveau national, à une fonction nationale, c'est qu'on n'a plus d'engagement, on n'a pas le temps matériel. Et si on veut être même efficace, je pense que nous devons être conséquents avec nous. On doit décider de ne plus être à la commande des affaires publiques au niveau local. Parce que la gestion des affaires d'une commune est complexe. Et il faut avoir du temps, il faut écouter les gens, il faut être proche, il faut vivre les réalités, il faut travailler de manière sereine. Donc, si déjà on occupe un poste de responsabilité au niveau national, c'est un poste important au niveau national et qu'on se retrouve encore à la base, je me dis, on peut avoir la volonté, mais on ne pourra pas mieux servir les citoyens comme cela se doit. Et ce qui est encore étonnant, c'est qu'au niveau des formations politiques, il y a d'autres personnes à la base qui attendent aussi des postes de responsabilité. Pourquoi une seule personne va occuper un ou bien deux ou bien trois postes, du moment où les autres aussi sont là pour essayer ou bien d'apporter leur contribution au développement du pays. Donc, c'est une question disons que d'équilibre. Oui, d'équilibre. Et puis, il faut être sincère, honnête. Parce que je peux avoir les compétences pour occuper plusieurs postes, mais je peux être partout à la fois. Et ce n'est pas bon, je ne serai pas efficace. Et ça, les partis au pouvoir doivent travailler sur cette question-là, pour faire en sorte que des gens soient à leur bonne place et qu'ils puissent véritablement contribuer au développement du pays. Et qu'est-ce que les tests prévoient en la matière? Même si les tests, s'il n'y a même pas incompatibilité, nous devons être conséquents avec nous-mêmes. Nous devons être sincères. Nous devons savoir qu'on ne peut pas être on peut être à plusieurs niveaux et être efficace. Ça, c'est l'honnêteté. Et ça, on peut ne pas nous l'imposer, mais nous-mêmes, nous devons être conséquents. Ça, c'est une réalité. Voilà, ça, c'est une réalité. Parce qu'il y a des postes qui nécessitent plus de temps, de réflexion, d'engagement, donc qui donnent plus de stress. Et si vous êtes à deux niveaux en même temps, ce n'est même pas bon. Je dis, vous êtes membre d'un même parti politique, vous êtes déjà à un poste. Il y a d'autres aussi, il faut donner la chance aussi à d'autres de contribuer ou bien de participer à la gestion des affaires publiques. Pourquoi cumuler des fonctions? Ce n'est pas une bonne chose pour notre pays. Et je pense que je voudrais profiter de l'occasion pour vraiment faire le plaidoyer, pour que le président du Conseil, qui est le père de toute la nation aujourd'hui, fasse en sorte que les Togolais soient conséquents avec eux. Il faudrait que quand il nomme des gens des postes de responsabilité, ou bien il permet aux gens d'être à un poste, il faudrait que les gens soient capables de produire des résultats, et il faudrait qu'ils fassent en sorte qu'il n'y ait pas cumul de fonctions, parce qu'il y a beaucoup de Togolais qui attendent, alors qu'il y a d'autres qui cumulent encore des fonctions. Ce n'est pas une bonne chose pour le pays. Donc voilà, c'est un plaidoyer que je voudrais faire, et je pense que lui-même il mesure aujourd'hui les enjeux. Il nomme des gens des postes, mais parfois les gens ne produisent pas des résultats qu'il faut. Et quand il y a des cris à la base, c'est lui son nom qui est mal, que les gens crient. Et donc le président doit prendre la mesure de la situation, faire en sorte qu'aujourd'hui la gestion des affaires publiques soit une obligation de résultat pour tous ceux qui seront avec lui, dans son équipe, ou bien qui seront à des postes de responsabilité. Un adage dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Non, mais écoutez, parfois, on fait sortir même le capitaine de l'équipe. Si le capitaine ne donne pas le meilleur de lui-même, peut-être il peut être mal réveillé. Donc, le président aujourd'hui, il est le coach, il doit suivre son équipe. Et il doit faire en sorte que... on peut même faire de son mieux, mais faire perdre son équipe. Et donc, si celui qui est à la commande, le coach veut vraiment avoir de bons résultats, il doit suivre ces éléments. Et si à un moment donné, il constate que des gens sont essoufflés, il faudrait qu'il les change. Et il faudrait qu'il leur demande de se reposer un peu. C'est important. Vous savez, à un âge donné, on ne se préoccupe plus par rapport à sa santé. Et il y a des gens, déjà au-delà de 60 ans, là. Il y a d'autres personnes qui se portent très bien. Voilà, parce qu'on est préoccupé par rapport à sa santé. On n'a pas la force physique nécessaire. Et donc, quand ces gens s'occupent, certains postes, elles peuvent avoir la volonté, elles sont expérimentées, mais à cause de la santé, elles ne peuvent pas se donner comme cela se doit. Et le président doit mesurer tout cela. Aujourd'hui, le Togo est arrivé à une phase où le président du Conseil, qui est le président qui gère le pays, puisse prendre certaines décisions rigoureuses. Je ne pense pas que le Togo, à cette étape-là, devait être géré encore avec beaucoup de facilité, en fait, avec de largesse comme ça. Il faudrait que la rigueur puisse être imprimée, de sorte que ceux qui occupent des postes de responsabilité puissent vraiment fournir des résultats. Et en fournissant de résultats, je pense que celui qui sera honoré, c'est le président du Conseil. Et donc, je voudrais vraiment l'encourager, parce que
Excusez-moi, il fait beaucoup de choses déjà. Gérer des affaires publiques n'est pas chose facile. Aujourd'hui, les attentes des Togolais sont très grandes par rapport aux besoins que nous avons. Et donc, il faut une équipe vraiment très, très pratique, c'est que réaliste au niveau local pour vraiment porter les actions du gouvernement de sorte que les besoins des citoyens soient bien répondus à la base. Alors, certains étaient à leur première expérience tête de liste, d'autres espéraient une réélection, mais on a remarqué que tout n'a pas été fait selon ce qu'ils espéraient. Non, je n'ai pas mon avis à donner sur ça parce que chaque parti politique connaît bien ses membres, il sait comment placer ses membres. Et on peut être très bon en matière de mobilisation sur le terrain, mais ne pas être vraiment très professionnel, ne pas compétent en matière de gestion, en matière de management. Et donc, si les choix opérés par les partis politiques sont objectifs, je n'ai pas mon avis à donner. L'essentiel est que des gens qui sont positionnés puissent fournir le meilleur d'eux-mêmes, puissent fournir des résultats qu'il faut pour pouvoir vraiment répondre aux besoins, aux attentes de la population. C'est l'essentiel. Moi, je ne mène pas des débats subjectifs. Les hommes ne m'intéressent pas trop, mais c'est la pratique, la gestion qui est faite pour pouvoir vraiment fournir des résultats qui doivent être analysés. Donc, si ceux qui sont positionnés par les partis politiques sont en mesure de fournir les meilleurs résultats, pourquoi pas? On avance. Voilà. Alors, à quel défi ces nouveaux maires seront confrontés? D'abord, ils n'ont plus droit à l'erreur. Pour la première dature, il a été dit qu'on était au premier essai. Et donc, des erreurs ont été tolérées. Et on a dit, bon, comme le Togo vient de commencer, bon, il faut les laisser essayer. Ceux qui sont là actuellement n'auront plus d'excuses à donner. Et les critiques même au sein de leur parti, les critiques au sein de la population, la participation citoyenne sera accrue. Et ça mettra la pression sur eux. Parce que si vous n'avez même pas été maire avant, c'est que vous avez au moins suivi le processus et c'est que vous avez compris les enjeux avant de vous engager désormais. Et donc, ceux qui sont élus maintenant à la tête des communes n'ont plus d'excuses à donner. Il faudrait qu'ils se mettent à la tâche. Il faudrait qu'ils se mettent... Voilà, c'est ça, non? Il faudrait qu'ils se mettent à la tâche pour vraiment répondre aux besoins de leur population. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, le pouvoir central, c'est que ne peut pas tout faire. Et je crois que c'est ce qui justifie d'ailleurs même la décentralisation. Donc, ceux qui sont à la base doivent vraiment relayer les actions de l'État, doivent innover, ne doivent plus travailler comme avant. Maintenant, ce que je voudrais suggérer en termes de défis, il faudrait que ces nouveaux élus soient à l'écoute de leur population. Il faudrait que ces nouveaux élus soient beaucoup plus innovants dans leur approche en matière d'action de développement local. Il faudrait que ces élus puissent vraiment orienter leurs actions vers les besoins prioritaires de leur population, en mettant l'accent aussi sur le développement économique local. Parce que le développement économique local, participe vraiment au développement local. Parce que si vous n'avez pas de richesse, vous n'avez pas de moyens, alors, c'est que vous ne pouvez pas faire le développement. Ils risquent d'étouffer leurs citoyens parce qu'à travers l'exigence de la pression fiscale au niveau local. Or, les affaires ne marchent pas aujourd'hui. Nous sommes conscients que les affaires des citoyens ne marchent pas comme avant. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de mettre en place des programmes d'accompagnement des opérateurs du secteur du secteur privé. Il faudrait que les élus puissent vraiment les accompagner dans la formation, dans le coaching. Et puis, pourquoi pas offrir des facilités d'accès au financement. Faire en sorte que le tissu économique soit renforcé. On fait en sorte que des gens puissent créer plus de la richesse pour la commune. Et en faisant cela, on créera plus d'emplois et ces entreprises vont contribuer davantage aux recettes de la commune. Mais si on ne met pas en place ces programmes, on définit d'autres priorités, alors qu'on vient vers ces opérateurs pour les presser, pour les obliger à payer des taxes, ce ne serait pas une bonne chose. Donc, ça fait partie même de la première compétence des collectivités territoriales. Il faudrait que les élus locaux puissent contribuer au développement économique local. Faire en sorte que des mesures incitatives soient prises au niveau local pour susciter plus l'engouement au niveau de l'entrepreneuriat et faire en sorte que les activités, les entreprises soient beaucoup plus prospères. Et si ils ne le faisaient pas, ils risquent même d'étouffer la dynamique de développement local. Et il faudrait aussi que les élus locaux puissent associer les autres acteurs qui animent la vie du territoire. Comme par exemple, il y a les ONG, il y a les confessions religieuses, il y a les d'autres groupes organisés, il y a les journalistes, il y a les syndicats, il y a les chambres de métiers, et il y a d'autres groupes organisés au niveau du territoire qui animent déjà la vie du territoire. Ce n'est pas maintenant qu'ils vont inventer la roue. En réalité, le développement local se fait de manière participative.
Ce n'est pas que tous les services devaient être faits par les élus locaux, mais ils peuvent organiser cela. Ça veut dire qu'avant qu'ils ne viennent, il y a déjà des acteurs qui sont déjà là, qui accomplissent déjà leur mission. Il faudrait que les élus puissent les mobiliser, les réorganiser et les accompagner. Je pense que c'est l'approche là qu'il faut aussi utiliser. Ça leur permettra d'utiliser moins de ressources et pour optimiser les résultats. Mais s'ils veulent porter seuls les actions, ils ne pourront pas parce qu'ils n'ont pas assez de ressources pour pouvoir le faire. Donc, le partenariat, la coopération devait être aussi un axe prioritaire. Ils se tournent beaucoup plus vers l'étranger pour aller mobiliser les recettes, oui, auprès des collectivités étrangères. C'est une bonne chose parce que la coopération décentralisée aussi est prévue par la loi. Mais il faudrait qu'ils comptent plus sur les ressources endogènes en mettant en place un mécanisme d'accompagnement du secteur privé, également en renforçant la coopération avec les autres acteurs pour pouvoir vraiment mener des actions en synergie pour mieux répondre aux besoins de la population. C'est la question de l'intercommunalité. L'intercommunalité aussi, c'est un autre fait. Et c'est-à-dire que l'intercommunalité aussi est prévue par la loi. Nous avons remarqué que dans la première mandature, les élus locaux n'ont pas vraiment développé l'approche là. Ça veut dire quoi? La loi a prévu que les communes qui sont dans une même préfecture puissent travailler obligatoirement ensemble. L'intercommunalité est obligatoire pour toutes les communes qui sont dans un ressort territorial. Et c'est obligatoire également pour les communes du Golfe et d'Aguagnivé. Les 13 communes aussi doivent constituer une intercommunalité. Pourquoi? Parce que nous avons 117 communes et nos communes généralement sont de petite taille. Et pour certains besoins aussi, c'est des besoins communs à ces communes-là. Donc, on se dit, pour des raisons d'optimisation des ressources, pour pouvoir impacter davantage, il va falloir que ces communes puissent travailler ensemble. Pour la première mandature, nous avons remarqué que les élus locaux ont travaillé plus en solo. Il n'y a pas eu assez de synergie entre ces communes-là. Donc, aujourd'hui, les nouveaux maires doivent renforcer la coopération entre ces communes-là. Et ça rentre dans le cadre de l'intercommunalité prévue par la loi. En le faisant, c'est qu'ils vont utiliser moins de ressources pour avoir plus de résultats. Et donc, il faudra qu'elles se mettent ensemble pour travailler en synergie, pour offrir des services de qualité à la population à moindre coût. Alors, est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que certains maires ont plus d'atouts que d'autres? Oui, certains maires ont plus d'atouts que d'autres parce qu'aujourd'hui, le Togo a un seul type de commune. C'est-à-dire que nous n'avons plus des communes urbaines ou bien des communes rurales. Non, toutes les communes se valent. Alors, ça veut dire quoi? Cela suppose que les communes sont traitées de la même manière. Mais il se fait que certaines communes ont une grande partie en territoire urbain. Et donc, ces communes arrivent à mobiliser plus de ressources fiscales, plus que les communes qui sont plus en milieu rural. Et donc, les communes n'ont pas les mêmes capacités de mobilisation de ressources. Il y a des communes dont le budget sont évalués à plus de 2 milliards par an. Il y a d'autres qui sont encore à moins de 60 millions par an. Alors que les besoins des populations sont les mêmes. Donc, vous comprenez naturellement que ces élus locaux ne pourront pas répondre aux besoins de leur population de la même manière. Il va falloir que ces communes puissent faire un choix. Il va falloir que ces communes puissent développer aussi des relations. Une commune de Lomé, par exemple, peut être en relation avec une commune de Bassa ou bien une commune de Dankpen sur un aspect donné. Parce que, voilà, donc, si ces innovations ne sont pas apportées, si ces décisions ne sont pas prises par les conseillers municipaux, je pense qu'on va passer beaucoup d'années et ne pas être en mesure de répondre efficacement aux besoins de la population. Donc, je pense quand même que les nouveaux élus doivent quand même mesurer ces aspects-là pour pouvoir vraiment prendre des bonnes décisions, devant les aider à atteindre leurs objectifs. Alors, quelle sera la relation aujourd'hui entre ces maires, ces ministres, ces préfets? Bon, naturellement, les relations sont toujours définies par les tests. Les élus locaux, les maires, au niveau local, travaillent conformément aux tests que nous appelons la loi relative à la décentralisation liberté locale. Ils connaissent déjà leurs prérogatives, ils savent ce à quoi ils pouvaient s'attendre et ils ont leur domaine de compétences clairement défini. Mais étant donné que nous appelons quelque chose la superposition du territoire, c'est sur le même territoire que les structures de l'État interviennent et c'est sur le même territoire que les élus locaux également, les élus locaux aussi travaillent. Donc, la décentralisation a prévu une répartition des compétences. Ça veut dire que sur le même territoire, il y a des actions que les structures de l'État vont continuer à mener et les actions que les élus locaux aussi vont mener. Et en termes de synergie, il y a des actions propres liées aux collectivités territoriales, il y a des actions qui sont partagées entre les services de l'État et les élus locaux. Il y a des actions aussi que le pouvoir transférer totalement aux collectivités territoriales. Maintenant, dans les relations, c'est que les élus locaux travaillent toujours en relation avec les structures déconcentrées de l'État. C'est-à-dire que les représentations des différents ministères qui sont déjà sur le terrain, qui mettent des actions, qui relèvent aussi des mêmes domaines de compétences que les élus locaux, travailleront toujours en synergie. C'est qu'avec les autorités locales. Maintenant, le préfet sert de pont entre les élus locaux et les structures de l'État. N'oubliez pas que dans une préfecture, le préfet est le coordonnateur de tous les services de l'État dans la préfecture. Même si les services relèvent de leur ministère de tutelle, tous les représentants de l'État dans une préfecture ont pour chef le préfet.
Et ce qui voudra dire que si les élus locaux veulent collaborer avec les élus locaux, avec les suites des comptes de l'État, ils doivent passer par le préfet pour dire d'accord, nous voulons avoir un accord avec un tel service de l'État pour nous aider à accomplir une telle mission. Donc ça, en dehors du contrôle, du rôle du préfet en matière de contrôle de légalité, le préfet joue également ce rôle-là. Maintenant, les ministres sont au niveau central et les ministres sont représentés sur le territoire par leur service déconcentré, c'est-à-dire les démembrements de leur département. Et ils ont des chefs. Au niveau des préfectures, vous avez les directeurs régionaux. Au niveau des régions, vous avez les directeurs régionaux. Au niveau des préfectures, vous avez les directeurs préfectoraux, qui sont des représentants des ministres au niveau de leur territoire. Ces démembrements que nous appelons les services déconcentrés de l'État sont chargés de mettre en place la politique de l'État de leur secteur d'activité. Et donc, les mêmes secteurs d'activité sont confiés aussi aux élus locaux. Et donc, sur le territoire, les élus locaux, en travaillant, ils vont toujours travailler avec l'appui technique de ces services de l'État. Parce que les compétences qu'on leur a confiées relèvent d'abord des compétences de l'État. Et donc, les suites de l'État sont là pour les conseiller aussi et pour les appuyer même dans la mise en œuvre de certaines actions. Donc, il faut comprendre cette synergie-là et essayer de travailler toujours en symbiose pour qu'il n'y ait pas de conflit. Voilà. Alors, lors de la précédente mandature, il y avait des bureaux du citoyen dans certaines communes et pas dans d'autres. Aujourd'hui, qu'est-ce que les nouveaux maires peuvent faire pour pouvoir écouter les plaintes, les doléances des citoyens de leur municipalité? Bonne question. C'est une déception que nous avons constatée sur le terrain, que quand bien même que les tests sont prévus, le bureau du citoyen, certains maires, après les 6 ans, n'ont pas pu mettre en place cette institution citoyenne qui devait encourager la participation citoyenne. N'oublions pas que la loi relative à la décentralisation de liberté locale a confié beaucoup de droits aux citoyens en matière de participation citoyenne. C'est que c'est vrai, les citoyens ont des devoirs, mais ils ont beaucoup de droits aussi. Et la loi a prévu cette institution qu'on appelle bureau du citoyen est une institution, tout comme la mairie. La mairie, c'est une institution des élus, c'est-à-dire que c'est là où le maître avec son équipe, et le bureau du citoyen est une institution également qui devait être dans la commune, dirigée par un coordonnateur rapporteur, et c'est un centre d'accueil et d'écoute des plaintes des citoyens, ou bien des suggestions. Les citoyens peuvent se rendre là-bas pour exprimer leurs idées. Aujourd'hui, les citoyens sont étouffés parce qu'il n'y a pas un mécanisme qui favorise véritablement leur participation à la gestion des affaires de la commune. Donc, les nouveaux élus actuellement à la tête des communes ont pour obligation la mise en place de cette institution qu'on appelle bureau du citoyen prévu par la loi. Et en faisant cela, ça leur permettra d'écouter régulièrement les citoyens parce que le coordonnateur de cette institution est chargé d'écouter les citoyens et après tout de faire un rapport au maire, transmis directement au maire, pas à d'autres services, au maire directement par rapport à ce que les citoyens pensent de sa gestion, par rapport à ce que les citoyens expriment comme besoin. Et en transmettant ce rapport au maire, ça permet au maire de savoir à peu près ce que les gens pensent de sa gestion, de comprendre ce que les citoyens ont besoin et à travers ça, il oriente les commissions spécialisées du conseil municipal ou également instruire ces services techniques pour vraiment agir rapidement et de pouvoir apporter des réponses aux besoins de la population. Donc, la mise en place de cette institution qu'on appelle bureau citoyen est indispensable pour favoriser la participation citoyenne. Comment est désigné le coordonnateur de ce bureau? Le coordonnateur du bureau citoyen est défini à travers le mécanisme prévu par les tests, à travers des consultations, les appels à candidature, et il y a une sélection qui se fait de manière multi-acteurs, c'est-à-dire qu'il y a les élus, les ONG de la localité, tout ça qui est au sein de cette instance-là, et après tout, les candidats sont évalués et le choix est fait et reconnu. On envoie, on transmet ça au ministre de l'aménagement territorial pour vraiment approbation. Et donc, voilà un peu ce qui se fait et ce qui se fait en matière du choix du coordonnateur du bureau des citoyens. Et je dis encore une fois, nous encourageons tous les maires à mettre en place dans un délai, dans un meilleur délai, le bureau du citoyen. Et s'ils ne le font pas, nous allons insister, nous allons faire le plaidoyer. Le ministre a déjà rappelé ça. Je salue le ministre de l'aménagement territorial qui avait déjà rappelé au maire la nécessité de mettre en place ce bureau du citoyen. Et si vous voyez même le cadrage, le document qu'il a envoyé au maire par rapport à l'élaboration du budget de l'année 2026, le ministre a insisté sur la mise en place d'une ligne de soutien au bureau du citoyen. Cela suppose que le gouvernement est préoccupé par rapport à cette institution. Mais on ne comprend pas pourquoi les maires refusent de mettre en place cette institution. Je demande à tous les citoyens qui sont dans les communes de s'organiser pour aller voir le maire. Si leur bureau, leur institution n'est pas mise en place, de rappeler ça au maire. Que monsieur le maire, non, la loi a prévu cette institution, mais après 6 ans, elle n'est pas encore mise en place dans notre commune. On voudrait savoir pourquoi. Nous vous encourageons à mettre en place cela. Cela nous permettra d'être proches de vous pour vous exprimer nos opinions, pour vous porter l'information. En réalité, c'est une bonne chose.
Vous ne pouvez pas danser, vous apprécier. Il est important que ce mécanisme prévu par la loi puisse permettre aux maires d'être à l'écoute de leurs citoyens pour pouvoir agir de manière prompte. Alors, les noms des maires sont connus. En quoi est-ce que ce scrutin de leur élection consacre-t-il la poursuite du processus même de décentralisation enclenché en 2019? Non, ben écoutez, on vient de renouveler les membres des bureaux des communes. C'est-à-dire que c'est qu'on appelle le bureau exécutif, le bureau exécutif du conseil municipal. Cela voudra dire que les maires et les adjoints sont issus du conseil municipal. Alors, c'est la poursuite de la mission, parce qu'il y avait déjà une équipe dont le mandat est prévu par la loi, une durée de 6 ans. Ils ont terminé. La population a renouvelé leur confiance à d'autres. D'autres n'ont pas été reconduits. Et ceux qui sont reconduits maintenant, ou bien ceux qui sont élus maintenant, ont la mission de poursuivre, doivent poursuivre leur mission. Donc, les actions menées par les nouveaux, qui seront menées par les nouveaux, seront les mêmes que ce que les autres avaient fait. Donc, c'est la poursuite. Et maintenant, après l'élection, on va passer à la mise en place avec passation de services. Et ils doivent se retrouver rapidement pour améliorer leur règlement intérieur. Également penser à l'étude de leur budget de l'année 2026 et essayer de faire l'état des lieux de leur plan de développement communal. Si cela est déjà fait, de voir à ce jour qu'est-ce qui a été réalisé dans le plan et qu'est-ce qu'il reste à faire. Et si le plan de développement communal n'est pas encore élaboré, il doit se mettre rapidement à la tâche pour pouvoir mettre à jour, pour élaborer ce plan-là. Et faire en sorte que les citoyens puissent vraiment s'exprimer en ce qui concerne leurs besoins et aussi des propositions d'action à mener pour pouvoir vraiment leur donner satisfaction. Donc, je pense que ça demande quand même un certain professionnalisme et la cohérence dans la démarche des élus locaux. Au moment où nous terminons cette émission, quel sera votre mot de la fin, Pascal Edouard-Bové? Je voudrais que les nouveaux élus, je souhaite d'abord bonne chance aux nouveaux élus et je les encourage à être plus proches de leurs citoyens, à innover davantage, à mieux gérer les ressources et à impliquer davantage les autres acteurs qui animent la vie du territoire. Développer plus de partenariats avec les ONG, la société de manière générale, avec le secteur privé, avec les confessions religieuses. On fait en sorte qu'il y ait plus d'engouement parce que pour la première mandature, on n'a pas vu assez d'engouement en ce qui concerne la gestion participative. Donc, il faudrait qu'il sache qu'il ne peut pas tout faire. Et donc, ils ont besoin des autres. Et je voudrais qu'ils communiquent davantage en développant des relations avec les médias, en impliquant plus les journalistes dans leur gestion, pour que les citoyens sachent ce qu'ils font concrètement et aussi éduquer les citoyens en ce qui concerne la gestion de la chose publique et les inviter à s'impliquer davantage à leur côté pour la poursuite de leur mission. Donc, vraiment, je leur souhaite bon vent et j'espère que le pouvoir central prendra aussi des mesures pour insuffler une nouvelle dynamique de sorte que la gestion des affaires locales puisse vraiment contribuer à une réponse efficace aux besoins de la population générale. Merci Pascal Edouard-Bové d'être passé sur ce plateau. Vous êtes directeur exécutif de l'ONG IJD, Initiative des jeunes pour le développement. Vous êtes expert en décentralisation et gouvernance locale. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très bientôt sur New World Info.